J'entends toujours que pour faire des économies, il faut faire le système des enveloppes, que ce soit en cash ou en virtuel. Je vais te montrer dans cette vidéo qu'il est possible de faire aussi des économies avec d'autres méthodes. Donc, si ça t'intéresse, ne bouge pas, on y va. Il y a bien sûr plein de méthodes. Ici, j'en ai choisi 5. Donc, on va voir en quoi ça consiste. On va voir aussi les avantages, les inconvénients de chacune. Et je te dirai en fin de vidéo, personnellement, ce que moi, je pense. Je vous attendrai bien sûr en commentaire pour me dire si vous avez déjà essayé une ou telle autre méthode et laquelle vous avez choisi tout simplement. Donc, premièrement, et ça, je pense que vous avez déjà dû l'entendre, il y a la règle 50, 30 et 20. Alors, ça consiste en quoi? 50% de votre salaire va partir pour tout ce qui est, donc tout ce qui est charges, abonnement, etc. 30% vont partir pour tout ce qui est loisirs et 20% de votre salaire va partir pour votre épargne ou investissement. C'est à vous de voir. Attention, je tiens quand même à le préciser, que ce soit cette méthode-là ou d'autres méthodes, il est toujours important d'avoir un fonds de secours. Premièrement, c'est vraiment la chose que je peux recommander dans n'importe quel système avant de vouloir faire des économies, par exemple, pour épargner, pour, que sais-je, acheter une nouvelle machine à laver, acheter un nouvel ordinateur. Que sais-je, il faut toujours se prévoir un fonds d'urgence pour faire face justement aux urgences. Donc ça, c'est hyper important. Donc si par exemple, j'ai un salaire de 2000 €, je vais mettre 1000 € pour mes dépenses du quotidien. Je vais ajouter 600 € pour mes loisirs et 400 € pour mes épargnes ou mes investissements. Alors, ça paraît énorme. Plus on a un gros salaire, j'ai envie de dire, plus c'est facile. Un petit salaire ne pourra pas se permettre de mettre 30% dans ses loisirs et ne pourra pas se permettre de mettre 20% dans les épargnes. Alors, forcément, vous allez me dire aussi que quand on a un gros salaire, on vit autrement, tout à fait. Mais on va pas se le cacher, il est quand même beaucoup plus facile d'économiser avec un gros salaire que si on a un petit salaire. Là, je suis partie sur 2000 €. Si vous avez un salaire à 1000 ou 1200, ça va pas être du tout faisable de faire ce système-là. Par contre, on peut très bien faire 50, 20 et 10. Si par exemple, vous êtes casanier, vous pouvez faire 70 pour vos dépenses de la vie courante, 10 pour vos loisirs et 20% pour vos épargnes. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas rester focalisé sur 50, 30, 20. Oui, 50, 30, 20, c'est ce qui a été établi. Donc, ça vient d'une Américaine qui avait fait une étude, justement, et qui était partie sur le fait que, en fait, en analysant plusieurs personnes, que 50% pour vos dépenses du quotidien, 30% pour vos loisirs et 20% d'épargne ou d'investissement, c'est ce qui était le mieux. Mais vous pouvez très bien adapter, comme vous le souhaitez, vos pourcentages. Alors, cette méthode-là, elle peut être très bien parce que honnêtement, c'est pratique de se dire, ok, j'ai besoin d'autant et je divise par le pourcentage que j'ai attribué début d'année pour mes loisirs, mes épargnes. Par contre, admettons, vous vous dites, ah, mais moi, j'aimerais bien partir au mois de juillet en vacances. Vous allez prendre où? Dans vos épargnes ou dans vos loisirs? Si tous les mois, vous allez utiliser les 600 € par exemple pour aller faire du shopping, aller au restaurant, aller dans les parcs d'attractions, et bien, vous allez vous retrouver peut-être au mois de mars à vous dire oh, « Mince, j'avais oublié, je dois mettre 2000 € pour mes vacances. » Donc, vous allez vous dire mars, avril, mai, juin. Ben, mes 600 €, en fait, je ne sors pas du mois. Comme ça, je les mets pour mes vacances. Vous voyez, il faut aussi anticiper. Et c'est ça qu'avec cette méthode-là, je trouve, moi, personnellement, que les 30-20, je trouve ça énorme pour la différence. Je partirai sur des autres montants. Cette méthode-là, pour moi, elle est bonne avec des gros salaires. Mais avec des petits salaires, je ne la trouve pas adaptée. Après, peut-être en changeant justement, ici on mettrait peut-être 70, comme je vous ai dit, 20 et 10. Mais personnellement, pour les petits salaires, je ne la recommande pas. La deuxième méthode, c'est la méthode, alors là c'est encore complètement différent, 80-20. Donc ça c'est, on appellera le minimaliste. Alors, cette méthode-là, pour moi, c'est une des plus faciles. C'est la moins prise de tête. Donc, c'est tout simplement 80% des besoins de la vie courante, donc vos charges, vos dépenses, votre alimentation, que sais-je. Et les 20% qui restent, eh ben, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, pour vos loisirs et pour vos épargnes.
Ici, il n'y a pas de prise de tête. Je garde 80% de mon salaire. Les 20% qui restent, je les mets par exemple sur un compte épargne, virement automatique, pour mes loisirs, pour mes épargnes. Donc là, c'est zéro prise de tête. Donc là, si je reprends par exemple mon salaire de 2000 €, je garde 1600 pour les dépenses quotidiennes. Et je vais ajouter 400 € pour les épargnes et loisirs. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit pour cette méthode-là, vous pouvez aussi changer les pourcentages. Vous pouvez mettre 70, 30, 50, 50. Vous faites comme vous voulez et surtout, vous le faites par rapport à votre salaire. Comme je vous l'ai dit, un plus gros salaire, c'est beaucoup plus facile d'économiser qu'un petit salaire. Personnellement, je trouve que cette méthode est très limite, surtout avec un petit salaire. Si par exemple, vous avez tendance à être dépensier, je pense pas que cette méthode-là va être super efficace, tout simplement parce que les 80%, vous allez dire, ok, je vais prendre 80%, donc vous allez peut-être acheter un peu plus dans l'alimentation parce que vous vous dites, bah, j'ai encore de l'argent, et 20% pour les loisirs et l'épargne. Donc, admettons, vous vous dites, oh, ben, je vais utiliser 300 € ce mois-ci pour aller au restaurant et faire quelques boutiques. Bah, il me reste 100 € pour mettre en épargne, fin du mois. Oh, bah, finalement, non, je vais aller encore au resto. Et bien, en fin de compte, vous n'avez rien économisé. Donc, cette méthode-là, elle peut être bien pour les gens qui sont surtout pas dépensiers, qui font très attention à ne pas sortir à tout va et, comme je vous l'ai dit, être régulier. Il faut bien sûr suivre ses comptes du début à la fin du mois. Mais personnellement, je ne la valide pas. Moi qui ai tendance à vouloir acheter, cette méthode-là, elle ne serait pas du tout efficace pour moi pour pouvoir faire des économies. Donc, personnellement, celle-là, je ne la valide pas. La troisième méthode, elle est encore complètement différente, c'est le budget par objectif. Alors là, on va changer complètement notre façon de penser. On ne va pas se dire, je vais mettre 80% là et 20% là et ainsi de suite. Non, ici, on va vraiment voir sur l'avenir. En fait, vous allez vous poser la question, tout simplement, pourquoi est-ce que je veux économiser? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je veux acheter, par exemple, une maison? Et lorsque je vais acheter ma maison, je vais avoir des frais de notaire. Et les frais de notaire, ils vont s'élever à 10 000 €. Ok, donc les 10 000 €, en fait, il me les faut dans X temps. On va dire dans 3 ans. Et je vais me dire, ok, mon salaire, c'est 2 000 €. Je vais garder, je prends un exemple comme ceci, 1 000 € pour mes dépenses du quotidien. Et je vais mettre 1 000 € pendant 10 mois. Et comme ça, je serai directement à mes 10 000 €. Par exemple, il me reste 3 ans à travailler et dans 3 ans, je veux avoir absolument 30 000 € sur mon compte. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre à chaque fois, je vais garder 1 000 € pour moi et le reste, je vais le mettre en épargne. En fait, vous allez réfléchir tout à fait différemment. Vous allez réfléchir à votre avenir, à vos objectifs et en combien de temps il vous semble réalisable. Ici, par exemple, si vous le voyez dans le système des enveloppes, généralement, on va mettre par exemple 20 € pour les anniversaires, 40 € pour les animaux et ainsi de suite. Ici, je me dis que je veux par exemple 200 € qui partent tous les mois sur le compte pour la maison. Mais je vais mettre aussi 300 € sur le mois pour ma voiture et ainsi de suite. En fait, vous allez réfléchir complètement différemment. Vous allez réfléchir par besoin et par objectif. Par contre, attention, et ça comme je vous l'ai dit au début, toujours prévoir un fonds d'urgence. Ça, que ce soit la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, il faut un fonds d'urgence. Parce que le jour où il va vous arriver une tuile, vous allez devoir aller rechercher des sous. Ce n'est pas le but. Donc, toujours, attention, toujours prévoir un fonds d'urgence pour commencer. Cette méthode-là, pareil, est-ce qu'elle est bien ou pas? Elle est très bien quand on a, par exemple, j'ai envie de dire qu'on est toujours chez papa et maman, qu'on commence à travailler et qu'on se dit, ok, j'aimerais acheter ma maison, j'aimerais acheter ma voiture, ne pas démarrer par exemple avec un crédit et ben, je vais mettre des sous de côté. Donc, c'est le moment généralement quand on est chez les parents qu'on peut justement aussi mettre de côté. Moi par exemple, je suis propriétaire, mais il est vrai que j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Je continuais l'école, mais je travaillais le week-end et pendant les vacances et je mettais tout mon argent de côté. Alors, j'étais beaucoup moins dépensière à l'époque et puis, faut dire aussi, la vie était moins chère. Donc, j'ai aidé ma maman en faisant les courses aussi. Par contre, j'essaie de mettre un maximum de côté justement pour payer mes frais de notaire, pouvoir acheter quelque chose, pouvoir mettre un apport tout simplement à ma maison. Donc ça, je pense que cette méthode-là, elle est mais juste géniale, surtout quand on n'a pas vraiment, j'ai envie de dire, de problèmes financiers où on va pas se dire, bah mince, je dois payer la logopède ce mois-ci, c'était pas prévu parce que ma fille commence à logopède, ou je dois changer ma voiture, bref. Cette méthode-là, comme je vous l'ai dit, elle est bien, mais quand on n'a pas trop de responsabilités côté financier. Le quatrième, alors là, ça va être un peu différent, mais il y en a quand même de plus en plus.
Donc là, c'est les budgets basés sur la trésorerie. Alors là, c'est quoi? C'est surtout pour les personnes qui sont indépendants, qui sont à leur compte. Vos charges, elles vont pas changer. Donc, vous allez devoir payer la maison, vous allez quand même devoir aller manger, mettre de l'argent de côté pour aller chez le médecin ou que sais-je, et acheter vos fournitures. Donc là, il va falloir réfléchir complètement différemment. D'abord, il va falloir calculer combien est-ce que vous avez vraiment besoin, mais vraiment besoin, chaque mois. Donc, que ce soit obligé. Vraiment, ce que ne pouvez pas enlever. Donc, il va avoir le loyer, la voiture, par exemple, votre Internet, et on va mettre différentes factures ou crédits. Que vous ayez de l'argent ou pas de l'argent, vous êtes obligé de le payer. Ensuite, on va faire un deuxième point. Le deuxième point, ça va être quoi? Ça va être les dépenses secondaires. Les dépenses secondaires, c'est quoi? C'est par exemple tout simplement la TV, un abonnement à un journal, bref, quelque chose que vous n'avez pas, c'est pas nécessaire, vous en avez besoin, entre guillemets, pour votre plaisir, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, non obligatoire, donc là, ça va être par exemple les restos, votre abonnement à votre box beauté, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment quelque chose... Ben là, vous vous dites, j'en ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin d'aller au resto, j'ai pas besoin de ceci, mais je le calcule sur mon budget. Premièrement, là, vous vous dites, ok, ben là, j'ai vraiment besoin à chaque fois de 1000 €. Quoi qu'il arrive, il me faudra 1000 €. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez prévoir justement pour les mois où vous n'aurez pas assez de rentrée. Donc, en période de revenus où vous allez être plus élevé, vous allez avoir vraiment un superbe mois avec plein de rentrées d'argent. Vous allez mettre de côté pour considérer votre fonds de roulement, ce qui va servir justement à pallier les mois où vous n'aurez pas assez de rentrée. Par exemple, les mois de janvier, les mois d'août sont souvent des mois beaucoup plus calmes. Alors que ce soit tout simplement, par exemple, pour créatrice de contenu, créatrice dans les systèmes des enveloppes, que vous soyez tout simplement intérimaire, c'est les mois un peu plus calmes. L'idéal, ce serait pareil de prévoir entre 3 à 6 mois de côté, donc un peu comme un fonds d'urgence, de vos 1000 €. Donc ici, l'idéal serait de mettre 6 000 € de côté. Donc attention aussi à votre TVA, à l'URSSAF. Il faut vraiment, quand on est à son compte et surtout quand on n'a pas vraiment de rentrée fixe chaque mois, vraiment prévoir un fonds d'urgence de 3 à 6 mois. L'idéal serait vraiment 6 mois. Donc si par exemple, au mois de décembre, vous avez vendu pour 10 000 €, ce que je vous souhaite, ne vous dites pas, génial, c'est mois de décembre, je vais en profiter, je vais aller acheter ça. Non. Vous avez 10 000 €, ok, ben vous en profitez, vous mettez 6 000 € de côté. Parce que imaginez un peu la charge mentale, vous vous dites, génial, décembre, j'ai eu pour 10 000 €, et janvier, vous avez eu pour 100 €. Et vous avez claqué tout votre argent, vous faites quoi? Donc ça, c'est très bien, mais attention, quand on se met à son compte, l'argent qui rentre, il y a beaucoup qui sort aussi. Hein. Ce système-là, il est bien, il n'est pas facile, je ne vais pas vous mentir, mais il nécessite surtout un suivi hyper précis. Je vous conseille même en Excel. Alors, je suis pas pro Excel, mais il faut vraiment faire attention à vos rentrées, à vos sorties, à prévoir tout. Parce que quand on est indépendant, ce n'est pas facile d'avoir autant d'aides, on est d'accord? Et on vous réclamera de toute façon l'argent. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, un propriétaire qui est conciliant de ça, mais en règle générale, si vous êtes propriétaire, la banque, elle s'en fout que vous avez fait un beau mois ou un petit mois. Tout ce qu'elle veut, c'est son argent. Donc, ce système-là, j'ai envie de dire, c'est le plus efficace si vous êtes à votre compte ou si vous êtes tout simplement en freelance ou si vous êtes intérimaire. Mais sinon, ne le faites absolument pas. Parce que n'oubliez pas que ceci, il faut faire attention à l'endettement parce que ça peut aller très vite. Il suffit d'un mois, 2 mois, 3 mois où vous avez fait des mois catastrophiques, où vous avez mal géré votre argent, vous vous dites j'ai eu des rentrées, j'ai dépensé tout. Mais alors, le niveau d'anxiété va monter plus, vous allez avoir de l'endettement. Et se ressortir de l'endettement, je peux vous assurer que c'est vraiment pas facile. Donc là, celle-ci, si vous êtes à votre compte, s'il vous plaît, tenez bien vos comptes à jour et faites super attention. Alors, le 5e, c'est la méthode proportionnelle. Vous allez me dire, mais c'est quoi la méthode proportionnelle? Alors là, ça va être plutôt si vous êtes, par exemple, casanier, que vous n'aimez pas sortir. En fait, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est de pouvoir avoir de quoi manger, de quoi payer mes factures et de pouvoir mettre de côté. Mais franchement, les sorties et tout, ça ne vous intéresse pas. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par calculer vos revenus. Donc, tout ce qui va rentrer comme revenu fixe, toujours fixe. Hein. On ne parle pas du plus et voilà. Il faut toujours faire vos rentrées fixes et toujours au plus bas. Comme ça, si vous avez par exemple un imprévu, vous avez touché moins parce que vous avez fait moins d'heures sup,
dans n'importe quelle méthode, vous prévoyez toujours le plus bas. Ensuite, vous allez vraiment lister toutes vos dépenses mensuelles, pareil, comme dans un budget, j'ai envie de dire, tout à fait classique. Toujours, pareil, ce que vous avez vraiment besoin. Donc ici, vous allez avoir besoin de 1 000 € obligatoirement pour payer toutes vos factures et pouvoir manger. Ensuite, vous savez qu'il vous reste 1 000 € et avec ça, vous allez vous dire, ok, avec ça, je peux répartir autant. Et en fait, plus on va réfléchir à ce système-là et plus on va se rendre compte qu'en fait, c'est pratiquement le système des enveloppes. Sauf que là, en fait, vous n'allez pas jouer avec des enveloppes, des catégories, mais vous allez utiliser ça. Vous allez mettre 10% du coup. Donc là, on va dire que c'est 50%. Vous allez mettre 10% pour vos sorties parce qu'en fait, allez pas prendre un café ou deux, vous faites rien. Vous allez mettre 20% pour l'épargne et vous allez mettre 20% pour l'investissement en immobilier. L'avantage avec cette méthode, c'est que vous allez être flexible en fait. C'est un peu le même style de la méthode 50, 30 et 20. Vous allez simplement garder ce que vous avez vraiment besoin pour manger, payer vos factures. Et le reste, vous allez le diviser tout simplement en pourcentage. C'est exactement la même chose, sauf que là, vous divisez tout en pourcentage. Donc, c'est un peu la même méthode que les 50, 30, 20. Sauf que là, c'est vraiment tout en pourcentage. C'est bien quand on a un revenu, j'ai envie de dire, qui est fixe, qui ne change pas tout le temps. Sinon, à chaque fois, tous les mois, vous allez devoir recommencer. Vous dire, ah oui, mais là, je ne sais pas mettre 10%. Là, je vais mettre 5%. Non, ça, c'est bien pour moi quand c'est un revenu fixe. Pas quand c'est un revenu variable. Alors, en fait, ce système-là, c'est la méthode simple des enveloppes, j'ai envie de dire. Sauf que, voilà, comme je vous ai dit, vous chipotez pas avec le système des enveloppes. Mais pour moi, en ayant fait mes recherches et regardé un peu toutes les méthodes qu'il y a, eh ben, je reste convaincue à la fin de cette vidéo que pour moi, le meilleur système, ça reste le système des enveloppes. Alors, je sais pas vous. Je sais que, voilà, 50, 30, 20, je trouve qu'elle est très bien aussi. Ils ont fait des études, ils ont vu que c'était vraiment la moyenne idéale. Mais quand on a un petit salaire, 50, 30, 20, c'est juste pas possible. Enfin, honnêtement, vous ne saurez pas faire ça si vous avez 1000 ou 1200 €, quoi. Donc, pour moi, si je dois choisir une méthode, ça restera le système des enveloppes parce que je suis convaincue, après plusieurs années à l'avoir fait, je suis convaincue en ayant regardé justement les différentes méthodes qu'il existe. Alors, bien sûr, il en existe 50. Ceci, c'est vraiment j'ai envie de dire, les méthodes les plus utilisées. Mais que ce soit en virtuel ou par enveloppe, pour moi, il n'y a pas photo, c'est la meilleure. Je vous attends en commentaire, dites-moi un peu vous, parce que vous avez déjà essayé plusieurs méthodes. Et comme je vous le dis, toujours attention à prévoir toujours un fonds d'urgence, c'est hyper important dans n'importe quelle méthode. Donc je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!